Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de Steam. C'est l'émulateur Atari ST le plus populaire. Il fonctionne sous Windows, mais pas seulement. Steam est apparu dans les années 2000. Son nom complet est Steam Engine. C'est l'abréviation de STE Emulating Engine, ce qui signifie moteur d'émulation STE. Mais c'est aussi un jeu de mots par rapport à Steam Engine avec un A, c'est-à-dire moteur à vapeur, comme on en trouve sur les vieilles locomotives. Steam a été développé par les frères Anthony et Russell Hayward. Il a eu beaucoup de succès car il est sans conteste l'émulateur Atari ST le plus convivial. La dernière version produite par les frères Hayward s'appelle Steam 3.2. Elle a été publiée en 2004. Par la suite, Steam a évolué en Steam SSE. Je vous le montrerai une autre fois. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter les fonctionnalités de Steam 3.2. Steam, c'est ça. Il s'agit d'un Atari ST virtuel qui fonctionne dans une fenêtre. On retrouve le bureau GEM, les utilitaires, les jeux et même les démos. On peut ainsi redécouvrir toute la Logitech de l'Atari ST sur un PC moderne. Steam regorge d'options toutes plus utiles les unes que les autres. Je vais vous faire découvrir ses principales fonctionnalités. Le site web des frères Hayward est steam.atari.st. Bien qu'il n'ait quasiment pas bougé depuis 2004, on peut toujours y télécharger Steam 3.2. Pour cela, je clique sur Download. Je descends un peu et je clique sur la version Windows. Puis j'enregistre l'archive sur le bureau, par exemple. Je décompresse le zip et je découvre les fichiers de Steam. Mais avant d'aller plus loin, je dois faire quelques préparatifs. Steam émule seulement le matériel. Il a donc besoin de logiciels pour fonctionner. Le système d'exploitation de l'Atari ST s'appelle TOS, et il réside dans la ROM de l'ordinateur. Lors d'une vidéo précédente, je vous ai montré comment sauvegarder la ROM de votre Atari ST vers un fichier. Et ça tombe bien, car nous allons nous en servir aujourd'hui. Je commence par créer un répertoire que j'appelle ROM. Et je l'ouvre. Puis je copie dedans le fichier tos162fr.img. C'est la copie du TOS 1.62 que j'ai récupéré sur mon STE. Je ressors et je crée deux autres répertoires. Un répertoire disks dans lequel je mettrai les images des disquettes. Et un répertoire C qui servira à simuler un disque dur. Tout est prêt. Je peux maintenant lancer steam.exe. Comme je viens juste de le télécharger et que Microsoft ne le connaît pas, Smart Screen se déclenche. Mais comme nous l'avons récupéré depuis le site officiel, on peut lui faire confiance. Je clique sur Informations complémentaires, puis sur Exécuter quand même. La première chose qu'on remarque, c'est la convivialité de cet émulateur. Lors du premier démarrage, un assistant nous guide pas à pas pour le configurer. D'abord, Steam demande si on veut créer un raccourci dans le menu Démarrer. Pour l'instant, je réponds non. Ensuite, il nous dit qu'on a besoin d'une image du TOS. Et ça tombe bien, car nous venons justement d'en installer une. Donc je clique sur OK. Je rentre dans le répertoire ROM, je clique sur le fichier tos162fr.img et sur Ouvrir. Puis Steam me demande où se trouvent les images de disquettes. Je clique sur OK, je sélectionne le répertoire Disks et je clique sur OK. Ensuite, Steam me propose de simuler un disque dur à partir d'un répertoire. Je clique sur Oui, je sélectionne le répertoire C et je clique sur OK. Steam me demande si je veux simuler un second disque dur, je réponds non. Félicitations! Steam est prêt à démarrer. Le message nous rappelle comment démarrer et arrêter l'émulation. On peut cliquer sur OK. Windows nous avertit que Steam souhaite lancer le programme steamupdate.exe en mode administrateur. Il s'agit du programme de recherche des mises à jour, vous pouvez cliquer sur Oui. Et voilà enfin la fenêtre de Steam. On voit qu'il a reconnu la version du TOS et sa nationalité. C'est magique. Je clique sur la flèche jaune pour allumer l'Atari. Le démarrage prend environ 12 secondes. J'en profite pour vous parler de l'OSD. Ce sont des informations très utiles que Steam ajoute sur l'écran. J'y reviendrai. Et voilà, je me retrouve sur le fameux bureau vert. Je peux me promener dans les menus, ouvrir les lecteurs. Tout fonctionne exactement comme sur un vrai Atari. Observez bien ce qui se passe. Quand je bouge la souris, elle ne peut pas sortir de la fenêtre Atari.
On dit qu'elle est capturée. Retenez bien ceci car c'est un point essentiel. Pour libérer la souris, il faut appuyer sur la touche Pause. Le pointeur souris de Windows réapparaît et on peut à nouveau bouger la souris librement. Cette opération est indispensable pour accéder à la barre d'outils. En réalité, voici à quoi ressemble la fenêtre de Steam sur mon écran moderne. Elle est minuscule. Eh bien, voici une première astuce. Quand on clique sur l'icône de Steam en haut à gauche, un menu spécial apparaît. Je clique sur Bigger Window. Et immédiatement, la fenêtre devient 2 fois plus grande. C'est pratique. Mais si on regarde de plus près, on peut constater que l'image est floue pour arrondir les pixels. Personnellement, je n'aime pas trop ça. Heureusement, Steam a réponse à tout. Je clique sur l'icône Options, en forme de clé à molette. À gauche, je clique sur la section Display. Le paramètre Window Size pour le mode Low Resolution est réglé sur Double Size Stretch. C'est ce qui provoque cet effet de flou. Je remplace par Double Size No Stretch. Ah, c'est beaucoup mieux. On voit maintenant de magnifiques pixels carrés. Moi, j'adore. Et en moyenne résolution, comment ça se passe? Dans le menu Options, je clique sur Définir les préférences. Moyenne. OK. Oula, ça c'est un écran panoramique. Mais sur un vrai Atari ST, ce n'est pas du tout comme ça. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'en moyenne résolution, les pixels ne sont pas carrés. Ils sont 2 fois plus hauts que larges. Mais par défaut, Steam affiche des pixels carrés. Pour corriger ça, je retourne dans les options d'affichage. Dans la liste Medium Résolution, je sélectionne Double 8 No Stretch. Ah, cette fois-ci c'est parfait. On se croirait sur un vrai Atari ST en moyenne résolution. À présent, il nous faut des logiciels. À l'époque de l'Atari ST, ils étaient fournis sur disquette. Steam permet d'utiliser des images de disquette, c'est-à-dire des fichiers qui représentent la totalité du contenu d'une disquette. Il porte le plus souvent l'extension ST ou MSA. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment créer de telles images à partir de vos propres disquettes. On peut constater que Steam a modifié leur icône. Les images de disquettes ressemblent maintenant aux tiroirs qui symbolisent les lecteurs de disques sur le bureau GEM. C'est bien vu. Pour utiliser ces fichiers avec Steam, il faut les copier dans le répertoire Disks que nous avons créé précédemment. Si j'ouvre ce répertoire, je constate que Steam a automatiquement créé un fichier nommé blankdisk.st, ce qui signifie disquette vierge. Ça peut toujours être utile. Donc par exemple, je prends l'image de la disquette de DevPack 2 et je la déplace dans le répertoire Disks. Puis je vais dans la barre d'outils de Steam, tout à droite, et je clique sur l'icône Disk Manager. Toutes les disquettes de mon répertoire Disks apparaissent ici. Pour simuler l'insertion d'une disquette dans un lecteur, il suffit de faire glisser son icône dans la case adjacente. Je peux fermer la fenêtre du Disk Manager ou la laisser ouverte, ça n'a pas d'importance. Puis je clique dans la fenêtre de Steam pour retourner dans l'émulation, et je double-clique sur le lecteur A pour ouvrir la disquette. Je découvre ainsi tous les fichiers contenus dans l'image, et je peux lancer les programmes comme sur un vrai Atari. Notez que pendant les chargements, Steam simule la LED du lecteur de disquette avec l'OSD. Astucieux! Puis on peut utiliser les programmes, comme d'habitude. En général, la première chose qu'on a envie de faire avec un émulateur, c'est de jouer bien sûr. Mais il y a un problème. La plupart des disquettes de jeux Atari sont protégées contre la copie. Le plus souvent, il y a une marque spéciale sur une piste particulière. La présence de cette marque est vérifiée par le jeu. Mais les lecteurs de disquettes Atari sont incapables de la reproduire. Donc on ne peut pas copier une disquette de jeu protégée vers une disquette vierge. Et il est impossible de créer des images ST ou MSA de telles disquettes, car ces formats d'images ne supportent pas les protections. Heureusement, on peut contourner ce problème grâce aux pirates informatiques. Leur activité consistait à déplomber les jeux et à les diffuser illégalement. En pratique, les pirates modifiaient les jeux pour qu'ils ne vérifient plus la marque spéciale. Ces versions pirates étaient diffusées sous forme de disquettes normales, ce qui permettait de les dupliquer très facilement. Mais aussi de les convertir en images ST ou MSA. C'est donc l'idéal pour les émulateurs. Donc par exemple, je prends l'image de la disquette de Rick Dangerous. Je la déplace dans Disks. Je retourne dans le Disk Manager. Je fais glisser la disquette de Rick Dangerous dans le lecteur A, et je ferme la fenêtre. Sur un vrai Atari, j'aurais appuyé sur le bouton Reset à l'arrière pour redémarrer l'ordinateur et lancer le jeu. Pour simuler un reset avec Steam,
il faut cliquer avec le bouton droit sur l'icône rouge dans la barre d'outils. Le jeu se charge. Oh, on voit qu'on est sur une version pirate, car cet écran n'a pas l'air très officiel. J'appuie sur espace pour continuer. On s'y croirait. L'image et le son sont simulés à la perfection. Mais au fait, la plupart des jeux Atari se jouent au joystick. Alors comment va-t-on faire? Le plus simple, c'est de simuler le joystick Atari avec le clavier du PC. Pour activer la simulation du joystick avec Steam, il faut appuyer sur la touche d'arrêt du défilement. Selon les claviers, elle porte l'inscription arrêt défile, VERDEF ou scroll lock en anglais. Allez, c'est parti! Mais il n'y a pas de touche arrêt défile sur mon portable. Une solution serait d'utiliser l'outil clavier visuel de Windows. Mais ce n'est pas pratique. Si vous êtes dans le même cas que moi, le plus simple, c'est de désactiver l'utilisation de la touche arrêt des fils dans Steam. Pour cela, allez dans la barre d'outils et cliquez sur l'icône Joystick. Les paramètres du joueur 1 sont à droite, sur le port 1. On voit que par défaut, ce sont les flèches qui simulent les directions et c'est la touche CTRL qui simule le bouton feu. Dans la liste Active, sélectionnez Always. Cela a pour effet de toujours activer la simulation du joystick, quel que soit l'état de la touche arrêt des fils. Mais attention, si par la suite vous lancez des programmes qui ont besoin d'utiliser les vraies flèches du clavier ou la touche CTRL, n'oubliez pas de désactiver cette option. Je peux maintenant fermer cette fenêtre et jouer à Rig Dangerous avec le clavier. Bien sûr, on peut aussi jouer avec une vraie manette USB branchée au PC. Pour cela, je retourne dans les options du joystick. Plutôt que de modifier la configuration 1 qui est paramétrée pour le clavier, je vais modifier la configuration 2. Ça me permettra plus tard de passer facilement de l'une à l'autre si besoin. Pour changer de configuration, je vais dans la liste Current Configuration et je sélectionne Joystick Setup -2. Je choisis Active, Always. Pour chaque direction, je clique sur la case et j'appuie sur le bouton correspondant de la manette. Haut, bas, gauche, droite, bouton. Et voilà, je peux maintenant continuer ma partie au joypad. Dans cette autre vidéo, je vous ai parlé du fameux moniteur monochrome qui permet d'accéder à la haute résolution. Bien évidemment, Steam permet de le simuler. Dans la barre d'outils, je clique sur l'icône Options. À gauche, je clique sur la section Machine. Dans la liste Monitor, je sélectionne Monochrome High Resolution. Comme je viens de modifier les caractéristiques de la machine, je dois la redémarrer. Pour cela, je clique sur le bouton Perform Cold Reset Now. Et je ferme la fenêtre. Je peux voir ici que le changement de moniteur a bien été pris en compte. Ah, j'allais oublier. Il y a toujours la disquette de Rig Dangerous dans le lecteur. Donc je retourne dans le Disk Manager et j'insère la disquette vierge Blank Disk à la place. Je ferme la fenêtre et je clique sur la flèche jaune. J'attends 12 secondes, le temps que l'Atari démarre, et je me retrouve en haute résolution. C'est le mode vidéo idéal pour lancer les utilitaires. Et pour les utilitaires, le plus pratique, c'est d'avoir un disque dur. Heureusement, avec Steam, on peut très facilement en simuler un. Il suffit de déposer des fichiers dans le répertoire C que nous avons créé tout à l'heure pour qu'ils apparaissent dans le lecteur C de l'Atari. L'une des plus grandes et des plus anciennes collections d'utilitaires gratuits pour Atari ST se trouve à l'Université du Michigan, aux États-Unis. Donc je m'empresse d'ouvrir mon navigateur favori et je recherche Atari Umich. C'est le premier lien qui nous intéresse. L'affichage est un peu fruste, c'est un héritage des anciens sites FTP. Par exemple, je rentre dans le répertoire Archiveur. Je descends un peu,
et je télécharge jumpack4.lzh. Il s'agit du Jumpacker. Les fichiers LZH sont des archives. Ils étaient très populaires au début des années 90. On peut considérer que ce sont les ancêtres des fichiers zip. Heureusement, de nos jours, 7zip permet d'en ouvrir certains. Et là, j'ai de la chance. Je prends le dossier Jumpack4 qui se trouve dans l'archive et je l'extrais vers le répertoire C de Steam. Je retourne dans l'émulation, je double-clique sur le lecteur C et je retrouve mon dossier Jumpack4. Je peux donc rentrer dedans et lancer jumpack4.prg pour retrouver le Jumpacker. Et pour tous les utilitaires, ce sera aussi simple que ça. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Si je crée des fichiers côté Atari, je les retrouve aussi côté Windows. L'Atari ST était très populaire parmi les musiciens à la fin des années 80. Ce n'était pourtant pas pour ses qualités sonores, qui étaient assez basiques. Mais cela s'expliquait en fait par la présence de prises MIDI intégrées. Cette interface permettait à l'Atari ST de piloter des synthétiseurs externes. Et bien sûr, Steam permet de les émuler. Je clique sur l'icône Options. Et je vais dans la section Port. Dans la liste MIDI Port, je sélectionne MIDI Device. Et dans la liste Output Device, je sélectionne Microsoft JS Wavetable Synth. Il s'agit d'un synthétiseur virtuel qui est intégré à Windows en standard. Écoutons ce que ça donne avec Cubase Lite. C'est pas mal, n'est-ce pas? Et si on a un vrai synthé MIDI avec une interface pour PC, ça marche aussi. Je branche l'adaptateur au PC et l'autre extrémité sur les prises MIDI du synthé. Je retourne dans les options et dans la liste Output Device, je sélectionne mon interface USB. Je fais de même avec Input Device pour pouvoir utiliser le clavier du synthé. J'enregistre quelques notes avec Cubase Lite. Et Steam les rejoue à ma place. Les possibilités sont infinies. Je reviens à nouveau sur les modes vidéo. Je vous ai dit qu'il y avait toujours de larges bordures autour de l'image. C'est une limitation matérielle de l'Atari ST. Mais malgré ça, des programmeurs de génie ont quand même réussi à afficher du graphisme dans les bordures. Or nous avons vu que Steam ne les affichait pas, car en général, elles sont inutiles et font perdre de la place. Voyons ce qui se passe avec l'écran full screen des Cuddly Demo. Impeccable! Dès que Steam détecte une démo en plein écran, il agrandit automatiquement sa fenêtre pour faire apparaître les bordures. Donc en pratique, on ne risque jamais de louper quoi que ce soit. Steam est vraiment malin. À présent, parlons du clavier. Avec les émulateurs, c'est souvent compliqué car le clavier de la machine émulée n'est jamais exactement le même que celui du PC. Parfois, il y a une correspondance directe. Par exemple, Steam simule les touches Help et Undo de l'Atari ST avec les touches page précédente et page suivante. Sur mon clavier de portable, ces touches sont accessibles par la combinaison FN plus flèche haut et bas. L'Atari ST a une touche supplémentaire à droite de la touche Return. C'est la touche dièse. Mais cette touche n'existe pas sur le clavier du PC. Donc si on veut programmer un assembleur, impossible de taper le caractère dièse. J'en profite pour remercier Webar67 qui m'a donné la solution à ce problème. Il suffit d'aller dans les options de Steam. Je vais dans la section Machine, puis je coche la case Shift and Alternate Correction. Cette option active un mode avancé de la gestion du clavier. D'une manière générale, ça permet de taper les caractères qui sont inscrits en bas à droite des touches du PC. Il faut toutefois utiliser la touche Alt au lieu de Alt-GR. Donc pour produire le caractère dièse, il me suffit de taper Alt 3. Et je peux enfin programmer un assembleur. Si ça ne suffit pas, il existe une autre solution. Il s'agit de l'icône Shortcuts, en forme d'éclair dans la barre d'outils. On peut affecter une fonction spéciale à chaque touche du clavier. Je clique sur Add New, et dans la première case, je tape sur une touche. Je choisis par exemple l'exposant 2, au-dessus de Tab, car cette touche n'existe pas sur Atari. Dans la liste, je sélectionne l'opération à effectuer. Je choisis Type ST Character. Et à droite,
je sélectionne le caractère Atari qui m'intéresse. Je ferme cette fenêtre, et quand j'appuie sur la touche en question, ça tape mon caractère. De la même manière, on peut affecter une touche à chaque fonction de Steam. Non seulement Steam émule l'Atari ST à la perfection, mais il peut aussi l'améliorer. Et notamment avec des résolutions étendues qui seraient impossibles à obtenir sur un vrai Atari ST. Je retourne dans les options. Je vérifie que je suis dans la section Machine. Et dans la liste Monitor, je sélectionne par exemple Extended Monitor at 800 par 600 par 4. Le 4 à la fin signifie 4 plans, donc 16 couleurs. Je clique sur Perform Cold Reset Now pour redémarrer. Je ferme. Je clique sur la flèche jaune. Et je me retrouve sur un bureau en 800 par 600. C'est du jamais vu sur Atari ST. J'ai maintenant plein de place pour travailler avec Atari Works par exemple. Et maintenant, parlons du son. Vous avez entendu, Steam émule parfaitement le son de l'Atari ST. Mais il peut faire encore mieux. Je vais vous faire écouter la magnifique musique du jeu Wings of Death. J'appuie sur P pour mettre le jeu en pause tout en conservant la musique. Je retourne dans les options et je vais dans la section Sound. Dans le champ Output Type, on voit que par défaut, Steam simule le haut-parleur intégré à l'écran du ST. Mais si je sélectionne Direct, le son devient cristallin. C'est comme si on était passé en mode hi-fi. On entend maintenant toutes les harmoniques de la magnifique musique de Mad Max. Et j'en profite pour jouer un peu à Wings of Death. Spread fire. Speed. Dragonfire. Le processeur de l'Atari ST fonctionne à 8 MHz. À sa sortie, en 1985, c'était très performant. Mais aujourd'hui, c'est dérisoire par rapport aux ordinateurs actuels qui tournent à 3 GHz. Steam peut tirer parti de cette puissance en augmentant la fréquence du ST émulé. Pour cela, je retourne dans les options. Je vais dans la section Machine. Et dans la liste ST CPU Speed, je choisis 16 MHz par exemple. Immédiatement, l'OSD s'agite pour nous montrer que le ST est overclocké. Et on peut constater que tout est beaucoup plus réactif. C'est pratique pour les utilitaires, qui fonctionnent maintenant beaucoup plus vite. Mais quelques jeux savent aussi tirer parti de cette vitesse accrue. Par exemple, Saint Dragon. Ce jeu a la particularité de gérer un nombre d'images par seconde variable. Quand il n'y a pas beaucoup d'ennemis, il tourne à 16 images par seconde. Mais s'il y a du monde, on peut tomber à 10 images par seconde. Et oui, c'est pas terrible. Mais si je passe à 32 MHz, le jeu tourne en permanence à 50 images par seconde, ou presque. Le jeu reste à la même vitesse, mais tout devient ultra fluide. Si vous connaissez d'autres jeux qui sont améliorables avec cette astuce, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parlons maintenant des snapshots. C'est une fonctionnalité incontournable de Steam. Ils permettent de sauvegarder l'état complet de la machine à un moment donné. C'est particulièrement pratique pour sauvegarder sa progression dans un jeu difficile. Par exemple, Fire and Brimstone. Ce jeu a des graphismes magnifiques, mais il est extrêmement dur. Donc je vais sauvegarder régulièrement. Je fais Maj Pause pour mettre l'émulation en pause et libérer la souris. Je vais sur l'icône Memory Snapshot et je sélectionne Save Memory Snapshot. J'entre un nom, par exemple FB, et je valide. Donc je viens de sauvegarder ma progression. J'appuie maintenant sur pause pour revenir à l'émulation, et je continue à jouer tranquillement. Il y a beaucoup de chauves-souris ici. Heureusement, elles ne résistent pas beaucoup. Quand on meurt, on recommence à l'écran précédent, et il faut tout refaire. Comme je n'en ai pas envie, je retourne sur l'icône Memory Snapshot. Et en bas de la liste, je clique sur le snapshot que je veux recharger. Dans certains jeux, les couleurs ne sont pas bonnes. Ne vous inquiétez pas pour ça.
Je clique sur la flèche jaune, et me voilà revenu dans le passé. Je peux continuer à jouer comme si de rien n'était. Bien sûr, on peut faire plusieurs snapshots du même jeu, et même des snapshots de jeux différents. Ça permet de changer de jeu en un clin d'œil. Je vous recommande vivement d'utiliser les snapshots autant que possible car c'est vraiment pratique. C'est le genre de fonction qu'on ne pourrait jamais avoir sur un vrai Atari ST. Et c'est loin d'être fini. Steam a énormément d'autres qualités. Je pourrais continuer ainsi pendant des heures à toutes vous les montrer. Alors pour ne pas vous lasser, je vais juste vous dire quelques mots sur les fonctions de la barre d'outils. La flèche jaune permet de démarrer ou arrêter l'émulation. Son raccourci clavier est la touche pause. Si on clique dessus avec le bouton droit, l'émulation avance d'une seule image. C'est l'idéal pour analyser les graphismes d'un jeu ou d'une démo. La double flèche verte, c'est l'avance rapide. Elle permet de faire passer le temps plus rapidement. C'est pratique pour retrouver un écran particulier dans une démo, mais aussi pour passer les temps de chargement et les séquences d'introduction un peu trop longues. Avec le bouton droit, ça fait pareil, mais en changeant les couleurs. Le bouton rouge permet de redémarrer. Si on clique avec le bouton gauche, ça fait un reset à froid. C'est comme si on arrêtait l'Atari avec l'interrupteur marche-arrêt. En revanche, si on clique avec le bouton droit, Steam simule le bouton reset de l'Atari. Ça permet notamment d'accéder au reset démo. L'icône en forme de puce électronique permet d'accéder au menu des snapshots. Nous venons d'en parler en détail. L'icône avec un appareil photo permet de faire des copies d'écran. Le résultat se retrouve sous forme de fichier BMP dans le sous-répertoire Screenshot. Le bouton en forme de presse-papier permet de coller du texte depuis Windows vers l'Atari. C'est pratique quand on écrit des programmes. Ensuite, à droite, l'icône info affiche tout un tas d'informations sur Steam. Je vous invite à les parcourir, il y a de nombreuses astuces ainsi que des options de ligne de commande. L'icône en forme de pansement concerne les patchs. Ils permettent de corriger les jeux qui ne marchent pas encore avec Steam ou de faire d'autres modifications dans les programmes. L'icône Shortcuts, en forme d'éclair, permet de gérer tous les raccourcis clavier. Nous l'avons utilisé tout à l'heure. Retenez juste qu'on peut affecter une touche du clavier à chaque fonction de Steam. L'icône en forme de clé à molette est celle des options. Nous l'avons utilisée plusieurs fois. Ensuite, il y a l'icône des joysticks que nous connaissons déjà. J'en profite pour vous dire que Steam sait émuler les joysticks standards, mais aussi les joysticks qui se branchent sur les ports du STE, comme les pads Jaguar. Et même 2 joysticks supplémentaires qui se branchent sur le port parallèle, par exemple pour jouer à 4 à Kick-Off 2. Et la dernière icône, c'est celle du Disk Manager. C'est ici qu'on insère les images de disquettes dans les lecteurs. Et aussi où on peut définir d'autres lettres de disque dur. Tant qu'on y est, on va revenir dans les options et passer en revue toutes les sections. On peut changer la vitesse du ST émulé, la taille de la mémoire, le type de moniteur, simuler une cartouche, répertorier plusieurs versions du TOS et même des MUTOS, rediriger les ports vers de vrais ports physiques ou bien des fichiers, gérer finement les options MIDI, enregistrer et rejouer des macros pour simuler des séquences d'action au clavier et à la souris, régler des paramètres généraux comme la vitesse d'émulation, régler les paramètres du son et même enregistrer un fichier WAV avec le son du ST, régler les paramètres d'affichage et des copies d'écran, régler les paramètres de l'OSD, et même régler la luminosité comme dans les jeux. Steam permet aussi de définir des profils pour modifier plusieurs options d'un seul coup. On peut régler finement le comportement au démarrage. Et on voit que par défaut, Steam crée automatiquement un snapshot quand on le ferme, pour qu'on retrouve l'émulation dans le même état lors de la prochaine ouverture, sans avoir à attendre le démarrage de la machine. C'est vraiment confortable. On peut même changer les icônes, si celles qui sont fournies ne nous plaisent pas. La section Auto-Update permet de configurer les mises à jour. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander de cocher Disable Automatic Update Checking. Ça va éviter que Steam vous demande les droits administrateurs au démarrage. Ce qui de toute façon ne sert à rien, puisqu'il n'y a plus de mise à jour de Steam 3.2 depuis bien longtemps. Et enfin, on peut gérer les associations de fichiers images au niveau de Windows. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'on peut lancer simplement un fichier ST ou MSA avec Steam en double-cliquant dessus depuis l'explorateur. Impossible de faire plus simple. Par ailleurs, je vous invite à explorer le Disk Manager. Il regorge de menus et de fonctions méconnues. N'hésitez pas à faire bouton droit sur les icônes pour voir ce qui est proposé. On peut créer une image de disquette vierge, exécuter MSA Converter, etc. Il y a même des menus qui se cachent derrière ces icônes. Je vous laisse les découvrir par vous-même. J'en profite pour vous dire un mot sur les fichiers STX. Ce sont des images de disquettes protégées. Steam ne les gère pas en standard, mais il peut les lire si on installe la bibliothèque pasty.dll. Je viens de vous montrer Steam sous Windows, mais il marche aussi sous Linux.
Sur la page de téléchargement, je descends un peu, et je télécharge Xsteam. Je l'enregistre à l'emplacement par défaut. Je vais dans le shell, je détarre, je lance l'exécutable Steam. Comme c'est le premier lancement, Steam affiche son assistant de configuration. Quand c'est terminé, le petit bureau vert apparaît. Bref, c'est exactement comme sous Windows. Et après toutes ces merveilles, figurez-vous que Steam renferme une pépite encore plus extraordinaire que tout ce que vous venez de voir. Mais elle est bien cachée. Si vous parcourez le site web de Steam, vous verrez qu'il y a une page intitulée Programmeur. Un peu plus bas, il est question d'une debug build. Il s'agit d'une version spéciale de Steam qui inclut un debugger. Quand on lance cette version debug, une fenêtre supplémentaire apparaît. Elle s'appelle The Boiler Room, ce qui signifie la chaufferie, ou la salle des chaudières, pour rester dans le thème de la vapeur. Ce debugger permet de visualiser les instructions 68000 en cours d'exécution, de définir des points d'arrêt, et même de visualiser l'état des différents composants de la machine. C'est un outil inestimable pour comprendre les programmes Atari, car il permet de les examiner de l'extérieur sans perturber l'émulation. Un peu comme s'il était à l'extérieur de la matrice. Ce debugger étant un sujet à part entière, je vous en parlerai une autre fois. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Même si Steam est un émulateur exceptionnel, comme tout logiciel, il comporte quelques bugs. Par exemple, avec les Windows modernes, le mode plein écran ne marche plus. Même si Steam a toujours été gratuit, c'était un logiciel fermé. Et comme les frères Hayward ont arrêté son développement en 2004, cet émulateur était voué à devenir de plus en plus incompatible avec les nouveaux systèmes et à sombrer dans l'oubli, comme d'autres avant lui. Mais en 2011, coup de théâtre. Les frères Hayward annoncent sur leur liste de diffusion qu'ils viennent de libérer le code source de Steam sous licence GPL. Et ça change tout car ça signifie que d'autres personnes vont pouvoir corriger les bugs de Steam et le faire évoluer. Bref, libérer le code source d'un logiciel, c'est s'assurer qu'il pourra continuer à exister pour l'éternité. De nos jours, ce code source est toujours accessible sur GitHub. Et dès la fin de l'année 2011, une nouvelle version est apparue. Il s'agit de Steam SSE, maintenu par le mystérieux Steven Seagal. Mais ça, c'est une autre histoire, alors je vous en parlerai une autre fois. Voilà, vous avez compris, Steam est vraiment un émulateur exceptionnel. Il regorge de fonctions plus utiles les unes que les autres. C'est une référence. Les frères Hayward sont des génies de l'ergonomie, pour ne citer que ça. Et en libérant les sources de Steam, ils ont permis à leur émulateur de continuer à évoluer, et de rester disponible sur les nouveaux systèmes. Pour tout ça, je leur dis bravo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour parler de Steam SSE et d'autres émulateurs. Salut!